Vu tout ce qu'on entend déjà dans un premier temps, en ce qui concernait le MNLA, on parlait qu'il fallait qu'il désarme pour pouvoir entamer des discussions. On voit qu'au fil du temps, le discours change, même au niveau des politiques maliens. C'est en ce qui concerne le MNLA et tout ce qui se passe dans le nord du pays, quelles solutions concrètes vous comptez apporter, vous, pour une paix? Ani parti ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen bɛɛ bɛ ka kuma présidentielle kan nka mɔgɔw t'u k'u da se législative ko ma ne hakili la o ye belebeleba ye parce que sisan bɛɛ b'a la présidentielle ka kɛ yalima n'a kɛra o a tɛna taga kɛ laginɛ ta ɲɔgɔn ye wa an ka san 1 san 2 san 3 yɛrɛ fo ka taga s'o ma k'o sigi k'a sɔrɔ député sigi ma kɛ député sigi dun filɛ nin ye a nafa ka bon kosɛbɛ. Parce que le président de la politique a voté à l'Assemblée de là. Olu mun ye parti ɲɛmɔgɔw ye yali u sera ka hakilina falen kɛ o walasa ni président sigira président sigi ni législative a cɛ kana taga jɛnya ka se yɔrɔ dɔ la o kun tɛ dɔwɛrɛ walasa fanga ka barikaya parce que ni président sigira c'est bien beau on vote pour un homme là c'est bien mais après pour que cet homme là puisse mettre en place sa politique il faudrait que l'Assemblée soit logique. C'est en fait moi, c'est vrai que moi ce qui m'embête un petit peu parce que franchement parce que c'est vrai que l'équipe, le gouvernement précédent, comme on l'a vu, il faut que les Maliens comprennent une chose. Moi j'aimerais, la question viendra après. Je veux que les Maliens comprennent une chose. En fait, quand on élit un président, on n'élit pas un couple, encore moins une famille. Ce qui n'était pas le cas avant par rapport à l'équipe sortante au gouvernement précédent. C'est vrai que moi ça m'embête un petit peu. Quand je vois la femme du président sortant qui se permettait de faire tout avec l'argent vraiment du peuple, moi ça m'inquiète beaucoup. Ça me met mal à l'aise, ça me met hors de moi-même. Vraiment, quelle est votre solution par rapport à ça? Quelques questions par rapport à votre intervention. La première question est relative à la transparence dont vous avez parlé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une commission qui vérifie cette transparence au Mali? Parce qu'il est bien vrai que ces débats existent aujourd'hui en France. Par contre, tous les candidats français sont passés devant une commission où ils ont déclaré leur patrimoine. Ce n'est pas fait publiquement, mais il y a quand même une commission qui vérifie pour tous les candidats à la présidentielle. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Mali? Ensuite, vous avez parlé de votre fameuse règle des 1 cas. Personnellement, je suis touché, mais je ne pense pas que ce soit une vraie solution. Je ne vois pas en quoi les Maliens de l'intérieur doivent accepter qu'il y ait un quota spécialement pour les Maliens de l'extérieur. Vous avez dit que vous êtes pour la méritocratie. Laissons la concurrence entre Maliens de l'extérieur et Maliens de l'intérieur et qu'elle soit saine. Dans ce cas, on verra si c'est composé de 100% des Maliens de l'intérieur. Je ne vois pas les soucis à partir du moment où ce sont des hommes compétents qui sont à la place. Ça, c'est ma vision. Ensuite, comme le monsieur a parlé tout à l'heure, il a parlé de l'éducation, des problèmes de l'éducation. Ça va être au centre de votre programme. Et je vais être un peu plus précis. Aujourd'hui, il y a une dualité entre secteur privé et secteur public. Qu'est-ce que vous proposez pour ça? Sachant que ce sont les mêmes corrompus qui sont les propriétaires des écoles privées, ce qui fait que l'école publique ne marche plus au Mali. Et un autre point sur l'école, c'est le rôle de l'AM. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un État, une association à but non lucratif puisse donner des centaines de millions à l'État, à l'armée. D'où vient cet argent? C'est le bon sens, on doit se demander la question. Et après, une dernière question. Vous parlez aussi des discussions de l'avenir du Mali entre les communautés du nord du Mali. Je pense que c'est une vraie erreur. L'avenir du Mali, du nord, il n'y a pas d'avenir du nord du Mali différent de l'avenir du sud du Mali. Que tous les Maliens discutent de l'avenir du Mali, tout simplement. En faisant cette opposition nord et sud, forcément, on va alimenter les mêmes points faibles sur lesquels les MNLA et autres s'appuient pour montrer qu'il y a une différence entre votre intervention sur la lutte contre la corruption, mais je reste un peu sur ma fin parce que pour moi, vous êtes dans l'urgence. Le Mali, c'est vrai, on est dans l'urgence. Mais la corruption, moi, l'autre jour, j'ai présenté une étude sur la justice au Mali. Mais j'ai constaté qu'au-delà de l'urgence, il faut qu'on fasse du durable.
pourquoi les gens sont appelés à se faire corrompre et à corrompre. Je pense que tant qu'on ne se pose pas cette question, on a beau créer des lois, on a beau créer des juridictions de lutte contre la corruption ou d'enrichissement illicite, je pense qu'on n'aura pas de solution durable à la question de la corruption. Cela vaut pour le Mali que pour d'autres pays de l'Afrique ou même du monde d'une manière générale. Tant qu'on ne joue pas sur les phénomènes en amont, dans l'éducation, à l'école, dans la famille, dans les quartiers, dans le pays, pour voir, et surtout le civisme et le patriotisme que les Maliens perdent. Et surtout que les gens sachent que si tu te fais corrompre ou si tu corromps, quel est l'impact sur le sort du pays. Tant qu'on n'arrive pas à conscientiser les gens sur ça, je pense que l'urgence, et sur le leadership, je partage parfaitement votre point de vue, mais je suis un peu inquiet de ne pas, que vous n'ayez pas tous les éléments de votre politique. Je m'explique. Vous pouvez changer de leadership, de toute façon, c'est le mot changement. Mais je ne pense pas que le changement seulement d'hommes puisse être la solution au Mali. Enfin, une première question, c'est par rapport au parti élément. À quelles conditions vous n'allez pas participer aux élections? Voilà. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que le parti élément ne participerait pas aux élections en 2013, peu importe le mois, que ce soit en juillet ou en décembre? Est-ce que si le jour où on va dire que c'est le premier tour et que Kidal n'est pas encore habité par l'armée malienne et l'administration malienne et le retour des réfugiés maliens qui habitaient Kidal, est-ce que le parti élément maintient sa participation aux élections présidentielles? Deuxième question, j'y avais pas pensé, mais compte tenu du déroulement des discussions, ça m'est venu à l'esprit. C'est justement par rapport au foncier au Mali. Comme il a dit, les maires sont coupables de beaucoup de choses. On est juste dans une situation d'offre et de demande. C'est comme si on vendait des mangues. Plus il y a des mangues, moi je viens de Bla, il y a beaucoup de mangues là-bas, il n'y a jamais de problème d'accessibilité aux mangues. Quand je prends le Mali, on est maximum majoré 16 millions, peut-être 2 ou 3, vous me direz, millions de population à Bamako, avec la surface qu'on sait. Comment ça se fait que les gens ont tant de difficultés à se loger? Comment ça se fait que les gens ont autant de difficultés à devenir propriétaires? Est-ce qu'il n'y a pas des gens de là-haut qui ont décidé de fausser le jeu de l'offre et de la demande, en fait, ils ne laissent pas le marché s'exprimer? Ils ont créé ce que j'appelle une bulle spéculative foncière pour en profiter. Et donc, vous êtes bien placé pour m'en dire. Maintenant, ma vraie question par rapport à ça, qu'est-ce que le parti Élément propose pour éclater la bulle spéculative afin que les Maliens puissent se loger et devenir propriétaires au prix... uta dɔ yɛrɛ raveki u y'a kɛ u kan ka taa n'a ye sira min kan bon minnu ma raveki kɛ u bɛ fɛ ka dɔn n'u bɛ se ka raveki kɛ wali n'u bɛ se ka voter ka sɔrɔ raveki t'u bolo. Ni mɔgɔw voter ye o ye légitimité ba ye surtout n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye donc n'i kɛra jamana ɲɛmaa ye i bɛ se ka collaborateur ni collègues sɔrɔ fan caman fɛ minnu ni hakilina ye kelen minnu b'i permet je pense hakilina minnu b'i la i ka se k'a imposer quoi. Je pense que ni hakilina ninnu jamana ɲɛmaa dɔrɔn de bɛ se ka imposer ministre tɛ se ka nin imposer maire tɛ se ka nin imposer député tɛ se ka nin imposer Mali kɔnɔ seul le président de la République peut appliquer ce genre d'idée il y a le problème bon fond minnu dira Mali ma dɔn b'a la prêt b'a la parce que bailleur dɔw bɛ yen olu bɛ dɔn dɔrɔn de kɛ par exemple Union européenne olu ta ye dɔn de fɛn bɛɛ ye dɔn c'est les premiers bailleurs du Mali et ils ne font que des dons. Mais bailleur dɔw bɛ yen olu bɛ prêt kɛ u bɛ dɔn kɛ bailleur dɔw bɛ yen olu fana bɛ prêt dɔrɔn de kɛ donc a bɛɛ b'a la quoi mais seulement ce qu'il faut savoir c'est que Mali ka niveau d'endettement c'est très bas parce que il y a 10 ans on a bénéficié de l'effacement de la dette dans le cadre de l'initiative PDCO. En la dette de l'UNA c'est même je crois 25% du PIB. Il y a comparé par exemple avec la France est à 90% du PIB. Bon.
Bon, donc, marge d'Onimbe, même s'il faut faire attention, parce que d'être venu à un certain niveau, ça sera compliqué. Mais marge d'Onimbe, que l'État peut gérer. Maintenant, proportion du prêt, du don, Bayer d'Obe, ou l'Umuta, Fofolo. Par exemple, l'Union européenne, sur les 3 milliards l'Union européenne est 500 millions, l'Outa est don. Français, où il y a 280 millions, ou l'Ukraine est don. Mais Bayer d'Obe, coopération bilatérale, multilatérale, l'Uma Fofolo, quelle proportion sous forme de don, quelle proportion sous forme de prêt, on verra bien. On verra bien. Maintenant, éducation est off. Je crois que on est tous d'accord que Mali chantier, l'éducation est le chantier le plus important. Mais dans l'urgence, on va s'attaquer à l'éducation, mais l'impact de l'éducation là, ce sera perceptible dans 25 ans. Mali éducation réformée il y a un Savoie, c'est pas avant 25 ans. Parce que c'est un... Oui, mais... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Éducation, c'est comme un paquebot. Tu veux faire un paquebot là, orienté, tu ne peux pas le faire à l'un. Tu le fais sur beaucoup d'années, mais seulement, sans haut, ce sera mieux que l'année précédente. Il n'y a pas que de manière générale, que ça s'améliore progressivement. À qui ça peut. Mali éducation, mais quand on arrivera à gérer la question démographique, d'abord, parce qu'en éducation pour le bas, tout ce dont on parle, c'est l'impact de la démographie qu'on n'arrive pas à gérer. En budget, éducation budget, c'est presque 45% du budget de l'État, presque la moitié. Mais nous, au Takalaya, à 70%, c'est dans l'enseignement primaire. École Kramoko, école Somounoubejo, les tables bas et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, l'important, le gros de notre effort, c'est encore dans l'enseignement fondamental. Parce que chaque année, il y a toujours beaucoup plus d'enfants qui arrivent en première année que l'année précédente. Donc, il faut d'abord qu'on arrive à gérer la question démographique, il faut le et que notre éducation arrive à remplir ces deux vocations. Parce que le système éducatif n'a que deux vocations. Première vocation, construire un citoyen. Il faut d'abord qu'en éducation, qu'on construise des citoyens. Et la deuxième chose, c'est de leur trouver du boulot. Donc il faut former ces citoyens dans un domaine où ils vont avoir des chances pour trouver du boulot. Et en éducation, aucune de ces deux vocations ne sont réunies. Non seulement on ne construit pas de citoyens, mais dans un second temps, on les forme dans un domaine où ils n'ont aucune chance de trouver du boulot. Donc il faut qu'un système éducatif configuré qu'attache ces deux objectifs. Ça demande un changement radical. Par exemple, dans un système, la priorité est accordée aux formations de cadres et dans l'enseignement supérieur. Alors que la priorité au Mali, ça doit être aux formations de techniciens spécialisés et sur le domaine de production. Et la priorité au Mali, c'est sur la littérature, alors que ça doit être sur les sciences. Nous avons 80% de littéraires contre 20% de scientifiques. Nous devons avoir 80% de scientifiques contre 20% de littéraires. Mais nous nous flattons en 5 ans ou en 10 ans, c'est beaucoup d'années. Donc c'est pour dire qu'on a une conscience de ce qu'il faut faire, mais dans l'urgence là, il faut aller sur d'abord ce qui s'impose au pays, sécurité, élection, réconciliation, et ensuite un changement radical dans la gouvernance. Le leadership, on peut obtenir beaucoup plus d'effets immédiats dans le changement de leadership que dans l'éducation. Parce qu'il y a déjà des bons leaders au Mali, mais seulement ceux-ci, on ne les connaît pas suffisamment. Et ceux-ci, ils ne s'impliquent pas suffisamment sur les questions publiques, et à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Donc il faut qu'on ait les capacités pour pouvoir les identifier et ou la gouvernance publique. Là. Moi je pense que dans le leadership, on peut faire beaucoup de choses dans l'immédiat. Maintenant, les déplacés et les réfugiés. Il faut savoir que cette question de déplacés et de réfugiés, il y a beaucoup de cinéma. D'abord, les populations qui ont quitté le Nord, c'est à peu près un tiers des populations du Nord. Et sur ce un tiers-là, il y a à peu près 65% qui sont allés à l'intérieur du Mali et 35% à l'extérieur du Mali. Maintenant, les 35% qui sont allés à l'extérieur du Mali, au camp des réfugiés au Congo pour une partie et puis dans les villes pour d'autres parties. Disposition Mbekata déjà pour que ceux-ci puissent voter dans les camps des réfugiés ou ailleurs comme ils veulent. Nous nous déplacer à l'intérieur du Mali, au lieu où il n'y a pas de problème, ils pourront voter là où ils veulent.
Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux peuvent retourner. Ceux qui sont à l'intérieur du Mali, par exemple les fonctionnaires, l'administration est en train de retourner à Tombouctou, à Gao, Sécurité Bekana. Il y a beaucoup d'entre eux qui peuvent retourner, mais beaucoup ne veulent pas retourner pour X ou Y raison. Parce que souvent, être déplacé, financièrement, c'est plus intéressant que ne pas être déplacé. Il y a salaire de 10 mois, parce que les déplacés salariés, là, leurs salaires n'ont jamais été coupés. Salaire de 10 mois, et en même temps, les dons et autres qu'on fait, bon, il faut faire ça. Et même les réfugiés qui sont à l'extérieur. Hier, moi, j'étais avec le maire de Andra Boukan, qui est à l'est de Ménaka. Lui, il est entre le Niger et Ménaka. Il dit que sur les 50 000 réfugiés maliens qui sont identifiés au Niger, il y a au moins 40% de Nigériens. Parce que les réfugiés au Beyorom, ils vivent mieux que les Nigériens qui habitent là-bas. Donc les Nigériens aussi ont intérêt à aller s'enregistrer comme réfugiés. Au moins, ils vont avoir ainsi de suite. Donc ça fait que la réalité est très complexe. Le nombre n'est pas si important que ça. Et puis frontières où là, souvent les gens ils vont et viennent, leur statut n'est pas vraiment des statuts de réfugiés, quoi. Donc c'est juste pour relativiser le poids. Il y a Matiak Soma et avec l'évolution, il y a certains qui rentreront et je pense que ça ira de mieux en mieux. Pour les combattants, tu as raison, les combattants, internationalement, il faut toujours donner une perspective à un combattant. Toujours. Donc ceux-ci sont combattants. Certains dans les forces de sécurité. Eaux et forêts, garde nationale, gendarmerie, armée. D'autres réinsérés économiquement, d'autres dans l'administration civile. Ce sont les 3 niveaux de réinsertion. Maintenant, l'armée malienne a pris une décision. C'est que tous ceux qui sont déserteurs, et souvent qui sont multirécidivistes, c'est-à-dire qu'ils ont déserté plusieurs fois les 20 dernières années, au lieu de des effectifs, ils ne seront pas réintégrés dans l'armée. Mais il y a beaucoup qui n'ont jamais été déserteurs, qui ont trouvé une opportunité au Youf là. Donc, à Kera-Tchogo, quand les combattants vont être identifiés et recensés, il y aura une perspective qui sera donnée à chaque combattant individuellement. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement MNLA. Il y a les autres groupes, mais il y a aussi du côté du Mali les milices. Ganda Koy, Ganda Iso, FNC, et ainsi de suite. Le Rekachari, du côté du MNLA, ils sont plus nombreux. Donc c'est tous ces gens-là qu'il va falloir gérer cette fois-ci, individuellement, avec des éléments précis. Mais on ne fera pas l'économie d'insérer certains dans les forces de sécurité. Quelle proportion, je ne sais pas. Ce que l'armée a dit simplement, c'est que ceux qui sont déserteurs, ils ne veulent pas entendre parler de ceci. Maintenant, d'autres pourront être réintégrés. Les réintégrations, il n'y aura pas de problème. Par exemple, ceux-ci, quand ils seront réintégrés, il ne faut pas qu'ils décident où faire la baraque et Romna. Parce que les autres, c'est ce qu'ils ont fait. On les réintègre et puis ils décident, bon, moi je vais servir à Thessalite. Moi je vais servir à Abébara. Première occasion seulement, où Armunta, où on refait. Maintenant, si on les réintègre, on n'a qu'à les mettre à Manankoro ou bien à Yanfolla. Peut-être qu'il y a une Thessalite sur la solution. Peut-être. Mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut discuter au niveau de l'État. Pour la question de Yaya, par rapport à la participation aux élections, d'abord la question pour moi elle est sans objet. L'État lui-même a dit qu'il n'y aura pas d'élection sans que Kidal ne soit pas sous occupation du Mali. Maintenant, il y a une différence entre ce que tu dis et ce que nous disons tous. Quand on dit occupation du Mali, ce n'est pas forcément de l'armée malienne. On dit qu'il faut que l'administration malienne soit à Kidal. Si le gouverneur qui a été désigné, les préfets et autres sont à Kidal et qu'on peut organiser les élections sous cette base, nous sommes tous preneurs évidemment. Et on sait que la question de Kidal, là, c'est une question sensible qui prendra du temps à être réglée. En Bébourdon. Donc, dès lors que l'État lui-même a dit que je n'organise pas d'élection sans que Kidal n'est pas dans le Mali, nous, on n'a plus à se poser de questions. Si l'État revient sur ça, parce que ça, c'est une possibilité. Pour dire, bon, c'est vrai, gouverneur T. Kidal, préfet T. On va quand même organiser les élections. En ce moment, chaque parti se déterminera en interne et chacun dira ce qu'il a à dire. Mais moi, personnellement, mon opinion, c'est de ne pas aller aux élections tant que Kidal n'est pas
dans le lot des villes qui vont acquérir les élections. Ça, c'est ma position personnelle. Mais je dis, la question pour moi, elle est sans objet parce que l'État lui-même a décidé de le faire. J'aimerais revenir pour éclairer. Oui. Ma question, elle est précise. L'armée à Kidal, l'administration à Kidal. Sans ça, est-ce que le Yéléma est toujours partant pour les élections présidentielles? Et la réponse est aussi claire. Les élections seront organisées à Kidal sous l'égide du Mali où il n'y aura pas d'élection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les partis sont derrière l'État pour ne pas faire d'élection. Là, on parle du Yéléma. Est-ce que le Yéléma serait candidat? Non, je te dis tout de suite, la question est sans objet parce que l'État même est dans l'option de ce que tu dis. Là, je ne parle pas de l'État, Maintenant, je parle du Yéléma. Tu as vu que j'ai répondu, j'ai donné une deuxième option. En généralité, ça dit que sans Non, l'État parler du non, mais c'est sa réponse qui m'importe. Lui j'ai l'habitude. Il faut me laisser le gérer. Première option, c'est l'État lui-même qui dit qu'il n'y aura pas d'élection sans que Kidal ne soit pas avec le Mali. Donc nous sommes tous avec l'État. Deuxième option, si l'État décide de changer et de dire nous allons faire quand même des élections à Kidal, sans que Kidal ne soit sous l'égide de l'État malien. J'ai dit en ce moment-là, le parti Yéléma va se réunir et va donner sa position, parce que moi je ne veux pas donner une position du parti sans réunion du bureau. Je donne mon opinion personnelle, c'est que moi je ne me vois pas aller à une élection sans Kidal. Moi personnellement je ne me vois pas aller à une élection sans Kidal. Et aujourd'hui aucun Malien ne se voit aller à une élection sans Kidal. Je pense que c'est logique. La raison pour laquelle nous avons tous refusé que des élections aient lieu l'année dernière sous occupation, c'est que nous ne voulons pas que les élections aient lieu sur une partie de notre territoire pendant que l'autre partie est sous occupation. Donc on est tous logiques avec nous-mêmes. On ne veut pas d'élection sans Kidal. Excusez-moi de vous interrompre, je me présente Sega Diarra de Maliatu, je suis blogueur. Je suis venu pour un intérêt bien particulier, c'est par rapport à l'actualité. Donc effectivement, ce sujet me préoccupe d'autant plus qu'actuellement, nous savons la stratégie de la France, c'est de faire en fait intervenir les soldats français pour sécuriser la ville de Kidal. Mais l'administration malienne, nous savons tous que c'est installé avant la date des élections. Est-ce que dans ce contexte-là, donc le gouverneur de Bamako, nommé par Bamako, sera à Kidal. Les préfets seront à Kidal d'ici la date des élections, ça c'est une certitude. Mais par contre, l'armée malienne ne rentrera pas à Kidal. Donc est-ce que dans ce contexte-là, le parti Yéléma est prêt à aller aux élections? Absolument. Voilà. Donc, absolument. Parce que ça veut dire que Kidal est sous l'égide du Mali. Tout à fait. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut en profiter. Non, il y a une ordre là. Non, voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on me laisse continuer. L'ami, on discutera de ça après. Malheureusement, on est pris par le temps et tu es venu en retard. Bon, la seconde question de hier par rapport à la bulle. En réalité, Bamako, il n'y a plus d'espace disponible à Bamako pour les opérations foncières. Il n'y a plus d'espace aujourd'hui. Bamako a un plan d'aménagement qui est fondé sur un schéma d'urbanisation où on a des équipements, on a des places publiques et autres, et on a des zones qui sont habitables. Toutes ces zones qui sont habitables sont déjà allouées, soit sous forme de parcelles données par les mairies, donc sous forme de permis d'occuper, soit sous forme de titres fonciers délivrés par l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut faire en sorte de rendre les terrains nus disponibles, il va falloir exproprier des personnes. C'est ce que moi je suis en train de faire en commune 4, mais à un niveau quand même qui n'est pas un niveau élevé, pour le donner à ceux qui en ont droit. L'État peut faire la même chose, parce que l'État a donné beaucoup de titres fonciers à beaucoup de gens, dont certains sont éventuellement des responsables d'État passés ou présents. Il va falloir les exproprier. Moi personnellement, je pense que l'État a encore un certain nombre d'éléments qui doivent lui permettre de faire des politiques de logements sociaux. C'est la seule condition pour qu'on puisse loger encore beaucoup de gens, c'est-à-dire de monter en hauteur et d'allouer ces logements sociaux au niveau d'un certain nombre de communes. On a encore quelques endroits qui sont soit réservés pour être des zones d'espace vert, des zones boisées, où on peut prendre une partie et faire des constructions de milliers de logements. C'est la seule possibilité qu'on a à Bamako pour permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir être propriétaires, donc de ne pas être obligés d'être des locataires comme on le voit. Mais on peut rattraper cela au niveau des villes intérieures et éviter que Kaï, Ségou, Sikasso, comme on est en train de le voir, n'arrive au niveau de Bamako à court et moyen terme. Et je pense que c'est pourquoi il faut qu'on sorte les mairies
des distributions de parcelles et qu'on les oblige à construire des logements sociaux pour ce faire. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, parce que le système foncier qu'on a au Mali, c'est un système foncier qui date de l'ère de Modibo, qui est fondé sur le communisme et qui consiste à dire à chaque personne une seule parcelle. Et les parcelles, on ne les vend pas, on les donne. Alors que tout le monde sait la valeur des parcelles est élevée et on les donne. Donc les mairies se sont mis dans ce processus et les maires ont gagné beaucoup d'argent. Parce qu'officiellement, les gens payent 150 000 pour avoir une parcelle, alors que tout le monde sait qu'ils payent 4 millions ou 5 millions. La différence, c'est les maires qui en profitent, puisque officiellement, les parcelles ne dépassent pas 150 000. On aurait dû amener la valeur des parcelles, la valeur encaissée par la collectivité, à leur valeur réelle. Donc permettre aux collectivités de gagner beaucoup d'argent et en contrepartie de faire des politiques de logements sociaux. C'est ce qu'on aurait dû faire au Mali. On ne l'a pas fait pour des raisons X ou Y. Aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix. Il est toujours temps de revoir ça. Comment on vérifie la transparence des déclarations? On a des corps de contrôle au Mali. On a des corps de contrôle, notamment le contrôle général des services publics et surtout la section des comptes de la Cour suprême. C'est la section des comptes qui vérifie les déclarations. Maintenant, est-ce qu'elle a les aptitudes pour le faire? Gros point d'interrogation. Je pense qu'à ce niveau, il y a des efforts qu'on peut faire. Maintenant, la politique du 1 quart, ce n'est pas un quota qu'on va instaurer dans les textes, mais c'est une politique qu'on va mener de manière volontaire. Parce que c'est bien beau de parler de concurrence entre les Maliens de l'extérieur et les Maliens de l'intérieur. Mais quand les gens ne sont même pas connus, ou quand les gens eux-mêmes ne savent même pas qu'il y a une opportunité, ben forcément ils auront un désavantage. Donc pour inverser souvent des injustices, il faut mettre en place des politiques de quotas, même si on ne les inscrit pas dans le texte. Nous, on va aller volontairement le faire, et peut-être qu'avec cet appel d'air qu'on créera, il y aura beaucoup plus de Maliens de l'extérieur qui s'intéresseront aux questions de développement local et de développement national, et qui seront de plus en plus visibles, et on n'aura même plus besoin après de dire on va faire 1 quart, ils seront suffisamment là, suffisamment présents pour qu'on puisse choisir un nombre, le nombre qu'on souhaite. Donc, on va aller dans ce sens, sans l'inscrire dans les textes. C'est une politique qu'on va mener. Je ne suis pas sûr que la dualité secteur public et secteur privé, c'est ce qui tue l'éducation. Ce qui tue l'éducation, c'est les orientations fondamentales et puis le fait que nous ne sommes pas arrivés à gérer, comme je l'ai dit, cette question démographique. Nous n'avons pas eu suffisamment de courage pour y arriver. Le secteur privé est toujours nécessaire dans tous les systèmes éducatifs au monde. Mais il faut que le secteur privé agisse à l'intérieur. Il n'y a pas eu de véritable changement de discours. C'est que aujourd'hui, la réalité s'impose au Mali. La réalité, c'est quoi? C'est que les forces qui occupent Kidal et la France, qui est en position prédominante dans le nord, souhaitent d'abord qu'il n'y ait pas de combat. Il faut le comprendre. Souhaitent qu'il n'y ait pas de combat. Et ensuite, qu'il y ait des discussions. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de combat, ben, il faut discuter. Du côté du Mali, et il faut le comprendre, nous n'allons pas aller dans un sens qui va nous amener à être confrontés aux Français. Et je pense que tout le monde le comprend ici. Et moi, j'ai l'habitude de le dire au Mali. J'ai dit quand même au Mali, il ne faut pas qu'on oublie d'où on est sorti, d'où on est parti. Le soir du 10 janvier, quand les djihadistes et autres là ont occupé Kona, il n'y a pas de Malien qui a dormi dans la nuit de ce jeudi au vendredi. Il faut qu'on réfléchisse à là où on était ce jour-là, par rapport à aujourd'hui. Ce jour-là, on aurait dit aux Maliens que nous sommes tous, qu'au mois de mai, on allait non seulement repousser cette attaque-là, mais on allait récupérer Tombouctou et Gao, on allait tout signer tout de suite. Personne ne pensait à Kidal. On était en train de chercher à sauver ce qui reste du pays. C'est eux qui nous ont aidés à faire ça. Donc n'oublions pas la main qui nous a secourus. C'est pourquoi nos autorités font tout, et ils ont raison, pour ménager les positions des Français. Maintenant, la meilleure manière de gérer cette situation, c'est de montrer à la face du monde que les gens du MNLA sont de mauvaise foi. Parce qu'en réalité, ils sont de mauvaise foi. Mais si tu veux montrer qu'ils sont de mauvaise foi, tu ne les combats pas, tu discutes avec eux. Et tu les amènes à faire des propositions concrètes. Pour dire qu'est-ce qu'eux ils veulent.
pour être toujours en armes à Kidal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Puisque aujourd'hui, ils ont dit on renonce à l'indépendance. On renonce à la fameuse autodétermination. Nous voulons discuter. Mais qu'est-ce que vous voulez discuter? Ils n'ont qu'à faire des propositions au Mali. Mais tant qu'on n'accepte pas ça, on n'arrivera pas à montrer, y compris aux Français, que ces gens-là sont de mauvaise foi. C'est pourquoi le Mali a accepté, et a raison, les autorités, de dire on va discuter avec eux pour au moins les écouter. Mais ce qui est clair, nous n'allons jamais discuter et accepter l'impunité et oublier la justice. La deuxième chose, on ne va évidemment pas discuter en tête-à-tête avec eux de l'avenir du Nord, puisque tout le monde a compris qu'ils ne sont pas les seuls acteurs. Et que les Tchamachèques, ou encore moins les populations du Nord, leur ont donné un mandat. Personne ne leur a donné un mandat pour parler en leur nom. Donc l'avenir du Nord va être discuté entre l'ensemble des communautés du Nord, dont eux, s'ils veulent, y participer. Mais pour arriver à ça, il faut leur mettre devant leurs responsabilités et les amener pour une fois à sortir des grandes généralités là, et à dire concrètement qu'est-ce qu'ils veulent. Et ça, on ne peut pas faire sans s'asseoir et discuter avec eux. Donc moi, je voulais donner cette assurance. La deuxième assurance aussi, et il faut que tout le monde le comprenne, c'est que le Nord, là, il a fallu que ça soit gâté pour qu'on reconstruise. Je vous assure, quel que soit le président qui est au pouvoir, on est bien parti pour qu'il n'y ait plus de crise au Nord. Parce que l'ensemble des Maliens ont enfin fait du Nord leur problème. Le Nord n'a jamais été le problème du Malien. Le Malien de Bamako et ailleurs. Là. Non. On n'a jamais connu véritablement le Nord. Mais maintenant, là, on connaît même les noms des villes. On connaît même les différentes communautés des Tamasheks. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'accord tant que les Maliens, là, les 15 millions de Maliens lisent. Tous les présidents savent ça. Tous les leaders savent ça. Donc, dès lors que tout le peuple est intéressé, forcément, la solution va être une solution durable. Quand on met toutes les communautés du Nord autour d'une table, là, ils vont faire des propositions parce qu'ils se connaissent entre eux. Ils vont faire des propositions précises sur qu'est-ce qu'il faut faire dans une commune, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau local, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau régional et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau national. Et c'est ce qu'on est en train d'organiser. Donc les discussions avec MNLA, ce seront des discussions, comme je dis, qu'on appelle pré-discussion ou pré-dialogue. Le vrai dialogue va se faire entre l'ensemble des communautés du Nord. Mais eux, c'est d'échanger avec eux pour d'abord les amener, s'ils le veulent, dans le processus de dialogue et de réconciliation, qui désarment, qu'ils acceptent de s'inscrire dans un État unitaire, et qu'ensuite, maintenant, eux plus d'autres, ils viennent travailler et s'entendre sur quelque chose, mais en n'oubliant pas que ceux qui devront être jugés seront jugés. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent maintenant, ils commencent à le dire maintenant, les gens du MNLA. Donc, à partir de là, je pense que les conditions sont réunies pour qu'on balise bien le processus et puis qu'on puisse en sortir de manière heureuse pour le Mali, quoi. Moi, je suis très optimiste sur les questions du Nord de manière générale. Maintenant, par rapport aux présidentielles et aux législatives, c'est vrai, tout le monde parle des présidentielles, mais c'est la même chose partout. Même si vous organisez les présidentielles le même jour que les législatives, tout le monde va parler des présidentielles. Parce que les présidentielles sont l'élection les plus importante partout. Et vous les voyez même ici en France. Mais les législatives sont en cours de préparation. C'est-à-dire chaque candidat est en train de faire campagne dans sa circonscription. Dans les différents partis, les partis sont en train d'investir les candidats et ainsi de suite. C'est en cours de préparation. Et selon le planning de l'État, les législatives auront lieu au maximum 1 mois après les présidentielles. Au maximum. Certains avaient même dit les législatives, le premier tour, ce sera le même jour que le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais ça pose des problèmes parce que pour les législatives, c'est par circonscription. C'est-à-dire, le cercle est considéré comme une circonscription électorale. Et il se trouve qu'au nord notamment, on a des cercles où 80% de la population est partie. Ben, difficile d'organiser des élections où 80% des électeurs ne sont pas là. Alors que les présidentielles, la circonscription, c'est tout le Mali. Et c'est même l'extérieur du Mali, puisque les Maliens de l'extérieur votent. Donc, il est plus facile d'organiser les présidentielles que les législatives. Au moins les législatives au nord. C'est ce qui explique que les législatives, on les déconnecte un peu. 1 mois ou peut-être 2 mois après les présidentielles, ce sera organisé. Mais le cas du Mali est radicalement différent du cas de la Guinée. La Guinée, il y a une bipolarisation importante de la politique. Le Mali, ce n'est pas le cas. Et donc, ça fait qu'il n'y a pas forcément d'intérêt malsain ici ou là à ne pas faire de législative pour ne pas se retrouver dans une situation difficile, quel que soit le président qui va arriver, quoi.
Donc je pense que on le fera et on le fera en temps opportun, Inch'Allah. Bon, maintenant, par rapport à la question sur les premières dames, là. Moi personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que un chef d'État, comme un député ou comme un maire, c'est lui qui est élu. C'est lui qui fait campagne. Donc je ne vois pas de raison, personnellement moi, je ne vois pas de raison à ce qu'on donne un statut à une première dame, sincèrement. Moi je suis plus pour la méritocratie, c'est-à-dire une femme déterminée doit pouvoir faire campagne comme un homme dans le cadre de la légalité, se faire élire et se faire prévaloir de son rôle d'élu, ou avoir une compétence pour lui permettre d'exercer une fonction ministérielle, se faire prévaloir, ainsi de suite. Ça, c'est mon opinion. Mais il se trouve qu'au Mali, c'est dans la Constitution et dans les textes qui organisent la présidence qu'il y a un rôle pour la première dame. C'est-à-dire la première dame a un cabinet. C'est prévu dans les textes de la présidence de la République. Elle a un cabinet, elle a des conseillers, elle a un chef de cabinet, elle a un aide de camp, ainsi de suite. Bon, maintenant, si c'est une première dame qui a un peu d'ambition, elle va utiliser ça pour pratiquement devenir un ministre bis, comme on le voit, ou même plus qu'un ministre, comme on l'a déploré par le passé. Mais moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon genre. C'est ce qui fait que si vous me suivez, vous ne voyez pas ma famille dans mes affaires politiques. Depuis le début de ma carrière politique jusqu'à aujourd'hui. Et je m'engage à rester dans ce cadre-là, même en tant que chef de l'État. J'estime que le président, c'est lui qui est élu, et donc c'est lui qui doit mener sa politique, il doit pouvoir avoir sa vie privée à part, qui doit interférer en rien dans ses activités politiques. Et j'espère que ça sera ainsi. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que la fondation partage, je ne sais pas quoi, soit rattachée au ministère de la Solidarité? Non, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec cette affaire de statut de première dame. Il se trouve que ces personnes-là, pour ne pas les citer, parallèlement à leur activité de première dame, ont développé tout un arsenal d'activités caritatives et autres, dont certaines continuent d'ailleurs. Par exemple, si vous prenez l'activité de Adamba Konare, la Fondation pour l'enfance, cette activité a commencé pendant qu'ils étaient dans le pouvoir, mais cette activité continue encore aujourd'hui. Donc elle poursuit encore son activité aujourd'hui, même si c'est à un rythme un peu moins élevé que quand ils étaient dans le pouvoir. Maintenant, la Fondation pour l'enfance, c'est autre chose. La Fondation pour l'enfance a été créée avant l'arrivée de ATT au pouvoir et a été gérée par ATT. Et quand il est arrivé au pouvoir, il l'a donné à son épouse, et puis après ça a pris l'ampleur que tout le monde connaît. Ça, c'est autre chose. Moi, je pense que dans le cadre de réforme de la société civile, de manière générale, c'est des choses qui doivent être réglementées. On ne doit pas permettre à l'exécutif ou à quelqu'un qui exerce un mandat exécutif d'avoir sa famille ou son épouse ou autre qui soit dans le caritatif à tel point que ça phagocyte même les actions de l'État. Je pense qu'il va falloir forcément réglementer ce genre de choses et éviter que ça puisse interférer dans l'activité publique. Moi, je le pense. Maintenant, les questions de Moussa par rapport à la lutte contre la corruption ou par rapport au changement de mentalité. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, ce que moi j'ai dit, c'est ce qui peut être considéré comme emblématique. Mais derrière tout ce que tu dis par rapport à la lutte contre la corruption, l'éducation civique, l'éducation citoyenne, ça c'est des choses qu'il faut faire. La réforme de la justice, les réformes de corps de contrôle d'État, ça c'est des choses qu'il faut faire, qui s'inscrivent dans la durée, mais qui doivent aussi tenir compte de ce qu'il faut faire dans l'urgence. Parce que tu sais, quand il y a des problèmes, et quand on veut frapper des esprits, il faut le faire par des symboles. Maintenant, il ne faut pas seulement frapper les esprits. Il faut qu'après avoir frappé les esprits, on puisse continuer des activités dans le long terme. Donc, je n'ai pas mis l'accent sur les activités dans le long terme pour mettre l'accent sur des choses qui peuvent être considérées comme emblématiques et que les Maliens vont comprendre comme étant des signes clairs et nets du changement. Sinon, ça n'enlève rien au fait qu'il faut s'inscrire dans la durée, il faut travailler sur la mentalité, il faut travailler sur l'éducation et autres. Ça, c'est des mesures plus structurelles, de fond, qui vont avoir des impacts dans 10, 15 ou 20 ans, mais qui auront besoin, pour être plus appliquées, que les mesures symboliques aussi puissent suivre. Je pense que c'est les deux qu'il faut arriver à mettre en œuvre dans la durée. Toujours le symbole pour frapper les esprits et des actions de fond pour changer les mentalités et amener la société progressivement
à intégrer que le vol n'est pas bien. Parce que même ça, là, au Mali, le vol n'est pas bien. Il va falloir expliquer longtemps pour que les gens comprennent. Donc, et à intégrer que, voilà, il ne faut pas prendre le plus court chemin pour arriver aux responsabilités, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'éducation. Et c'est ces actions-là qui devraient être menées. Là, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, pour la commune 4. Moi, personnellement, si on me dit de faire un bilan comparatif avec les équipes sortantes, ce sur quoi je mets l'accent, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, quand on est arrivé à la commune, on a donné un nouveau visage, pas à la commune, mais un nouveau visage à la gouvernance. Et on a fait en sorte que les populations sachent que la mairie est pour une fois à leur disposition. C'est-à-dire, quand ils viennent à la mairie, qu'ils ne viennent pas préoccupés. Parce qu'ils ne savent pas comment on va les taper dessus. Qu'ils ne viennent pas préoccupés parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent voir le maire. Il faut qu'ils s'asseyent devant la porte du maire de 8h à 17h pour le voir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'on les oblige à payer 10 000 francs, quelque chose pour lequel ils doivent payer 150 francs, par exemple. C'est ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qui se passait dans notre commune. Donc, on est arrivé vraiment à faire en sorte que l'ensemble des habitants de la commune 4 comprennent qu'ils sont chez eux à la mairie. La mairie est à leur disposition. C'est un lieu de solution. Ce n'est pas une source de problème. Moi, personnellement, c'est ce dont je suis le plus fier. Maintenant, après, les autres éléments suivent. Parce que quand les gens sont à l'aise, ils sont en confiance, ils payent plus leur impôt. Ils savent que l'argent qu'ils vont donner à la mairie, ce sera de l'argent mieux utilisé, ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a amené à augmenter de manière significative et puis effectivement les moyens de la commune. On est passé, ce n'est pas de 1 milliard à 5, on est passé de 2 milliards 2 à 5 milliards en 4 ans. C'est déjà pas mal. Mais ça, on est arrivé à le faire grâce à l'implication des populations et grâce à la confiance que nous avons su susciter. Maintenant, dans le foncier, c'est là où il y a nos actions les plus tangibles parce que c'est là où il y a le plus gros problème en commune 4, comme ailleurs à Bamako. Quand nous on est arrivé, on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des papiers, donc ils avaient des titres de propriété, mais ils n'avaient pas de terrain. Parce qu'on a vendu, on a vendu plusieurs fois les mêmes parcelles. Donc du coup, des personnes se sont retrouvées avec des titres signés par le maire, mais il n'y a pas de terrain. On a identifié ces personnes-là, c'est 9300 personnes. Mais on est allé jusqu'en 97, c'est-à-dire depuis le moment où la commune a commencé à être dans le foncier, jusqu'en 2009, la date de notre arrivée, pour recenser toutes les victimes de spéculation foncière. Maintenant, ces 9300 personnes, évidemment, on n'a pas de quoi les satisfaire. Puisque pour donner une parcelle à 9300 personnes, il faut 300 hectares. En commune 4, même le cimetière de Seveningoro avait été vendu. Une partie du cimetière. Donc, il n'y avait absolument rien. Donc, ça fait que nous avons cherché avec l'État les moyens de faire en sorte que ces 9300 personnes puissent avoir leur parcelle ailleurs, à Kati ou ailleurs, pour être compensées. Mais, pendant ce temps, partout où nous avons pu retirer les parcelles aux gens pour les remettre à d'autres, on l'a fait. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que 600 personnes parmi ces 9300 puissent avoir leur parcelle. Mais ça, on l'a retiré à d'autres. C'est pourquoi on a beaucoup de procès actuellement. On a beaucoup de gens qui nous poursuivent au tribunal. Moi, j'ai absolument pas de problème avec ça. Si on retire une parcelle à quelqu'un qui n'est pas légitime pour le donner à quelqu'un qui est légitime, la légitimité pour moi elle est plus forte que la légalité. Donc les gens vont nous suivre, on verra bien ce qui va se passer au niveau du tribunal. Mais on a quand même fait en sorte que ces 600 personnes puissent avoir leur parcelle. Parmi ces 9300, maintenant le reste, on est en train de chercher des parcelles pour les compenser. Ceci simplement pour dire que notre action au niveau de la commune, c'est essentiellement une action de réparation, une action de restauration de l'image de la collectivité. Parce que la commune a toujours été un lieu où on frappe les gens, malheureusement. Donc aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que ce soit un lieu où, au contraire, on fait en sorte que les gens essaient à quoi ils ont droit. Ni plus, ni moins. Donc cela nous amène à faire beaucoup de choses. Et dans le domaine foncier, je crois qu'il y a une question de SACO par rapport aux procédures judiciaires. Nous avons actuellement 30 procès
qu'on a intenté à une seule personne, le maire du district de Bamako. Parce que lui, c'est une véritable catastrophe. Avant d'arriver au tribunal, nous avons d'abord écrit. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? De son bureau du district de Bamako, il morcelle, c'est-à-dire il vend des terrains, des espaces verts, des titres fonciers, des gens qui sont en communication. Il n'a aucun problème, hein. Il s'assied et puis bon voilà, il morcelle et puis il vend. Maintenant, nous, on apprend ça parce qu'il y a forcément des litiges. Quand quelqu'un qui a le papier de la mairie vient, il veut construire, les gens qui sont là-bas, ils l'empêchent de construire parce qu'ils disent c'est pas pour toi. C'est un espace vert, c'est un terrain de football, c'est un marché, ainsi de suite, ou c'est un titre foncier de quelqu'un. Donc nous, on a le problème arrive à notre niveau comme ça. Et moi, je l'écris. Depuis le temps de ATT, depuis le temps de Kafouna, je l'ai écrit 2 ou 3 fois et j'ai fait un ampliateur au ministre. Il n'a jamais répondu. J'ai écrit le ministre qui n'a jamais répondu non plus. Donc, comme personne n'a jamais répondu au niveau de l'administration, je l'ai attaqué au tribunal. Ça fait qu'on a 30 procès. Mais sur les 30, on a gagné 19. Il y a 11 qui sont en cours. On n'a pas perdu un seul procès parce que c'est élémentaire. Et quelque chose qui est un espace vert, qui est souvent protégé par décret présidentiel. Toi, simple maire, dans ton bureau, tu t'assieds pour délimiter et puis vendre à des gens. Il suffit d'amener les preuves seulement et le tribunal annule. Donc, on est en litige contre la mairie du district sur ces 30 dossiers et à chaque fois, on gagne pour protéger les espaces, les rares espaces qui restent dans la commune, notamment dans l'ACI 2000. L'ACI 2000, c'est ce qui est le plus objet de confortisme. Maintenant, de manière générale, le foncier, c'est un problème sérieux au Mali. Et nous, dans notre projet, on a inscrit qu'il faut qu'on enlève le foncier des compétences des maires. Moi-même, je suis maire. Mais les maires sont à la base de la plupart des problèmes fonciers au Mali. Que ce soit les maires de Bamako, que ce soit les maires de l'intérieur, parce que ce qu'on déplorait à Bamako il y a 10 ans, on commence à voir les mêmes choses à l'intérieur. Moi, j'ai notamment le cas d'un maire à Mopti qui a vendu une rue. Une rue, il a vendu aux gens. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que les maires, on leur retire cette compétence et que l'État récupère cette compétence, mais que les maires soient responsabilisés sur les logements sociaux. Parce qu'au Mali, les logements sociaux, c'est une affaire de l'État. Ça aussi, ce n'est pas normal. Donc, au lieu que les maires aient à vendre des terrains, qu'on donne les moyens aux collectivités territoriales pour construire des logements sociaux et donner les logements sociaux. Les logements sociaux sont plus difficiles à vendre que les terrains. Donc, il faut qu'on aille un peu dans ça. Ça va beaucoup faire en sorte qu'on limite la spéculation foncière. Donc, voilà, je pense, les grandes questions qui ont été posées. Et les réponses, je voulais apporter. Je ne sais pas si j'ai oublié. Ah ouais. Non, mais allez, oui. Je suis trop seul, quoi. En fait, c'est ce qu'il veut dire.